Bonjour à toutes et à tous. Alors, au 19e siècle, une poignée de nations européennes a littéralement redessiné la carte du monde. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de cette période pour comprendre comment et pourquoi cette colonisation a eu lieu et surtout à quoi ressemblait la vie dans les sociétés qu'elle a façonnées. Et ça, c'est la grande question qui va nous guider. Qu'est-ce qui a bien pu pousser l'Europe à se lancer dans une conquête aussi massive, aussi rapide, à ce moment précis de l'histoire? Pour y voir plus clair, il faut remonter à la source de cette ambition, une ambition qu'on pourrait qualifier de dévorante. Tout commence vraiment par ça, une véritable course aux empires. C'est le point de départ d'une compétition acharnée entre nations européennes, une lutte pour le contrôle de territoires aux quatre coins de la planète. Bon, avant toute chose, mettons-nous d'accord sur les termes. Une colonie, qu'est-ce que c'est? C'est un territoire qui est administré, dirigé et contrôlé par une puissance étrangère qu'on appelle la métropole. La définition est simple, mais les conséquences, elles, sont absolument immenses. Et ce qui est fascinant à cette époque, c'est de voir le basculement du pouvoir. On peut presque oublier les anciens empires espagnols et portugais. Au XIXe siècle, le jeu est dominé par deux nouveaux géants, l'Empire britannique et l'Empire français. Leur expansion est fulgurante et ils vont redessiner les cartes de l'Afrique, de l'Asie et de l'Océanie. Alors, comment est-ce qu'on a pu justifier une telle expansion? Quelles histoires les puissances européennes se sont-elles racontées à elles-mêmes et au reste du monde pour légitimer toutes ces conquêtes? C'est une question clé. Si on prend le cas de la France, le discours officiel, celui qu'on entend dans la bouche de politiciens comme Jules Ferry, il repose sur deux grands piliers. D'un côté, l'argument économique. On a besoin de nouveaux marchés, de débouchés pour l'industrie de la métropole. Et de l'autre, il y a l'argument moral, la fameuse mission civilisatrice. L'idée qu'on va apporter le progrès, l'éducation à des peuples jugés en retard. Mais attention, il ne faut pas se tromper sur ce que signifie cette mission. Elle repose sur une idéologie très claire. Et cette citation de Jules Ferry, eh bien, elle est sans aucune équivoque. C'est une vision du monde qui est ouvertement raciste, qui établit une hiérarchie entre des races supérieures et des races inférieures, et c'est ce soi-disant droit qui va servir de justification morale à toute l'entreprise coloniale. Maintenant, on va laisser de côté les beaux discours de Paris pour aller voir ce qu'il se passe vraiment sur le terrain. Et pour ça, il y a un cas d'étude qui est particulièrement parlant, celui de l'Algérie française. L'Algérie, conquise dès 1830, va devenir une sorte de laboratoire de la colonisation française. C'est l'exemple parfait d'une société à deux vitesses, une société profondément inégalitaire, où le grand discours de la mission civilisatrice va se heurter à une réalité bien plus brutale. Et ce tableau illustre parfaitement cette fracture. D'un côté, on a une minorité de colons européens, ce sont eux qui possèdent les terres, qui dominent la société, et de l'autre, on a l'immense majorité de la population, qualifiée d'indigène, qui, elle, est soumise à une domination très stricte et se retrouve en fait largement exclue de tous les progrès qui avaient été promis. Cette domination, elle est même inscrite dans la loi, avec un outil juridique redoutable, le Code de l'indigénat. C'est un système de loi d'exception, extrêmement dur, qui permet de punir la population locale pour des motifs parfois futiles, et ce, sans aucun procès équitable. C'est un véritable instrument de contrôle social au quotidien. Et alors, les fameuses promesses de progrès? L'éducation? La santé? Eh bien, dans la réalité, tout ça profite avant tout aux enfants des colons. Pour la majorité de la population algérienne, la mission civilisatrice reste une belle fiction, une promesse totalement vide de sens. Alors, si on met en balance le discours officiel et la réalité du terrain, que reste-t-il au final? C'est là que la véritable nature du système colonial apparaît au grand jour. Le contraste est vraiment saisissant. D'un côté, on a la propagande, la promesse d'une œuvre humanitaire, presque un devoir moral, et de l'autre, on a la réalité crue, un système de domination politique et économique, entièrement pensé et conçu pour servir les intérêts de la métropole. Et tout ce constat nous amène inévitablement à une dernière question, une question qui résonne encore très forte aujourd'hui. Quel est l'héritage de ce système, tant pour les sociétés qui l'ont imposé, que bien sûr pour celles qui l'ont subi?